je suis perfectionniste de base, Ouais. je le sais, puis ça te pousse à trop attendre. Donc, sachant que j'ai ce biais-là, j'ai poussé vers une autre façon de travailler qui est d'exécuter le plus vite possible et de faire le plus d'erreurs rapidement. What's up, folks? Bienvenue sur Ça se passe. Aujourd'hui, je jase avec David Boitard, fondateur chez Alti, une plateforme qui gère l'ensemble des RH en entreprise. On parle de son arrivée au Québec il y a 20 ans, le piège de partenariat d'affaires, sa lutte contre le perfectionnisme, faire des miracles sans cash et comment il recrute des Pokémon rares. C'est un gars que j'apprécie beaucoup, un vrai bootstrapper dans l'âme qui sait faire beaucoup avec peu. Alright, on passe au show, let's go! J'suis grateful pour ma life, j'suis grateful pour ma vie. Ouais, c'est quand je vois le bail qui se passe aux nouvelles. J'me dis qu'on n'est pas péri, c'est que mon univers me semble qu'on est posé. David Boitard, bienvenue sur Ça se passe. Salut Frank. Comment ça va, mon vieux? Ben, super, hein? Très content d'être avec toi. T'es une des personnes à qui j'ai commencé à parler le plus de SaaS pis startup quand j'ai lancé Ça se passe. J'ai l'impression genre qu'on se voyait comme somehow plus. Tu sais, t'étais venu à Québec au premier event de Ça se Oui, c'est passe. vrai. On avait mangé puis tout ça. Puis là, c'est tough parce que tout le monde a des vies d'adultes puis des compagnies à construire. Mais c'est tough de catch-up. Puis le podcast a grossi puis tout ça. Fait que là, le fait que tu viennes sur le pod, c'est parfait, man. Parce qu'on va pouvoir catch-up de A à Z. Ouais, on en parle depuis un certain temps. Là. Exact. Ouais. Fait que pour le monde qui te connaisse pas déjà, David, tu veux-tu me faire un petit TLDR de t'es qui toi? C'est quoi ton profil? Man? Ouais, ok. Donc, David Boitard, mon accent, on peut le savoir, je trahis. J'ai grandi en France, je suis arrivé ici à 20 ans. Puis en fait, j'ai fait la majorité de mes études supérieures en France. Au début, plutôt orienté à architecture et génie civil. Après, une école de commerce, donc plutôt orienté immobilier, investissement. Hop, je suis arrivé ici à 20 ans. Et puis, j'ai refait un certificat en intervention psychosociale à l'UQAM. Aucun rapport. Mais bon, j'ai rencontré ma conjointe là-bas, donc c'est un win. que du bon. Hein. Ouais. Gros retour. C'est ça. OK, nice. Puis ensuite, tu t'es lancé en entrepreneuriat ici. Là. Aujourd'hui, ton chapeau, c'est? Lui, mon chapeau, ça serait founder de Alti. Et je continue à diriger Alternative, qui était notre première boîte. OK. Puis comment tu me ferais un petit elevator pitch de Alti? C'est quoi? Ouais, pour faire très court, parce que c'est pas évident, c'est vraiment un écosystème. En fait, Alti, c'est une application qui te permet de gérer toutes les ressources humaines de ton entreprise. OK. Donc, que ça soit vraiment tout ce qui va toucher au recrutement, donc marketing RH et gestion des candidats. Et ensuite, toute la partie qu'on appelle plus SIRH, donc gestion des employés, avec les dossiers des employés, les plannings, les heures travaillées pour envoyer dans le système de paye, tout ce qui va toucher à la communication interne aussi. On est un petit peu comme un feed Facebook, la documentation avec ce que les employés doivent avoir comme document, tout ce qui va gérer le matériel, les remboursements. On s'occupe aussi de tout ce qui est performance et plan de développement. C'est ça. Fait que c'est vraiment une plateforme RH large, puis quand même horizontale. Le but, c'est de couvrir vraiment de l'arrivée de l'employé jusqu'à son départ. OK. Le life cycle, genre. Ouais, exactement. Même de la découverte de l'entreprise par l'employé jusqu'à son départ. Insane. Tu peux-tu me balancer 2-3 chiffres pour que j'ai une idée lors de la taille? Ouais. Là, en ce moment, on est 25. 24-25 et on a commencé à travailler sur l'application en 2019. 2024, 23, 24, on a commencé à vraiment la commercialiser. On avait déjà des premiers clients, mais c'est à commencer à être actif, c'était vraiment 2024. Okay. Et là, actuellement, nous, on est bootstrap, donc on break-even, on est content. Wow, insane. Puis dans cette 24-25-ish personnes-là, est-ce que c'est comme une grande majorité qui sont sur Alti ou t'as encore pas mal de monde là-dedans qui sont sur Alternative plus puis font un peu de service, tu sais? Ouais, non, c'est quasiment tout le monde sur Alti. Okay, c'est la partie service UX UI, ça va être une ou deux personnes. On continue à maintenir niveau de développement certains de nos anciens clients. Mais non, c'est vraiment quasiment tout le monde sur Alti. Puis c'est comme un peu off-script ça, fait que tu verras comment tu veux y répondre, mais genre, pourquoi t'as switché aussi comme dramatiquement d'industrie puis de type de carrière? Parce que c'était comme architecture, immobilier, business, puis là, software, genre. Ouais, en fait, je suis un grand curieux. Moi, mon truc, c'est que j'aime construire des choses, là. Depuis tout petit, je bricolais des merdes et puis tu sais, genre les Lego, c'était mon jeu, là. OK. Et en fait, j'ai réfléchi il y a pas longtemps, puis je pense que je me suis bien trouvé dans le software parce que j'aime construire des choses, mais tu sais, construire des choses comme ingénieur ou architecte,
t'en construis pas beaucoup, ça prend beaucoup de temps, puis honnêtement, tu es vraiment limité par les moyens du client et la réalité. En software, tu peux partir d'une idée et construire des dingueries, en fait. Ce que tu construis en 10 ans a rien à voir avec ce que tu construis en 10 ans en étant dans la construction. C'est vrai. Donc, je me suis vraiment bien trouvé là-dedans où je peux construire des dingueries, n'importe quelle petite idée. Tiens, on fait un proof of concept et c'est cool. Ben là, tu dis que t'aimais ça créer des petits trucs puis taponner sur des... t'appelais ça des dingueries ou des merdes. Ou, je sais pas. Mais sur LinkedIn, récemment, t'avais fait un post par rapport à des canons. Oui, le petit canon. T'as comme commandé un petit canon pour célébrer genre un win de ta team ou quelque chose. C'est quoi ça? Ouais, ben en fait, quand on signait des clients Nice, sur Teams, je faisais un cybercoup de canon. Puis là, j'ai upgradé en achetant un petit canon. Est-ce qu'il tire pour vrai? Ouais, il tire pour vrai. On a juste eu du mal à récupérer genre des pétards parce que c'est pas facile à trouver. Mais ouais, il y a une vraie culasse, il tire pour de vrai. Il faut qu'on fasse une vidéo. Donc voilà, ça c'est le petit canon, puis peut-être un jour on ira encore le niveau au-dessus. Là. Fait que ça, c'est comme pour célébrer, mettons, signer un client ou de la caisse. Ouais, du bon client, boum, un coup de canon. Insane, dude. C'est bien plus. C'est encore plus original que tu sais, le genre de gong ou ces trucs-là. Insane. Avant de lancer Alternative puis Alti, t'as comme été CTO d'une business qui s'appelait Hello Staff. Tu veux-tu me défaire un petit peu le parcours pour que je comprenne comment t'as passé? Ouais, c'était pas tant avant, c'était pendant. Donc, j'ai te refaire tout le parcours. Vas-y. Ouais. Grosso modo, en 2016, je travaillais chez Toyota. J'ai quitté pour lancer Alternative. Et Alternative, si tu veux, c'était une start-up où on permettait aux gens d'acheter localement au meilleur prix du web. On avait développé toute une technologie qui marchait super bien. On avait signé, je pense, 318 commerçants en 3 mois. Donc, ça allait bien. On a vendu quelques milliers de produits. Problématique, c'est que il fallait lever de l'argent parce qu'il y avait une notion de changer les habitudes, en fait, des gens. Ouais. Et ça, on était des gars de tech, pas des gars de marketing. Donc, on a tapé dans un mur. Et je connaissais personne niveau VC. Quand t'es solo founder, c'est compliqué. Donc, il y a eu un moment où il y avait vraiment un plafond de verre qu'on a touché. Et je savais pas trop comment sortir de cette histoire-là. On est quelque chose qui était super bien, qui marchait, qui pouvait vendre, mais le rendre rentable, ça aurait pris genre 10 ans. On n'était pas là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que sans le savoir, j'avais réglé un problème de la grande distribution avec une bloc technologique qu'on a pu comme revendre en licence. Donc, ça nous a permis de sortir de l'aventure alternative, la startup. Ça devait être quoi, 2018, ouais. As-tu trouvé ça tough d'avoir à comme clore un peu le chapitre? Hey, je pensais que j'allais faire un produit puis une startup tech, puis là, finalement, je fais d'autres choses? Ouais, franchement, ça. Surtout quand tu vois que le produit marche, tu as réussi à vendre des produits, mais tu seras pas capable de te rendre à la prochaine étape. Ça fait quand même mal, tu as mis beaucoup de temps, mais si tu veux avancer, il faut que tu passes à autre chose. Donc, il y a eu. Mais ça, surtout après, le truc, c'est qu'on était trop en avance. C'est là où je me suis rendu compte que tu peux avoir la bonne idée, la bonne exécution, mais c'était pas dans le timing. Tu sais, quand je vois, mettons, panier bleu, ça aurait été juste parfait au panier bleu. Tu avais un avantage pour les consommateurs et le côté local. On n'était pas là au bon moment. Voilà. Donc, on a quitté ça. Et si tu veux, en ayant cette première startup, ce qui s'est passé, c'est que je me suis entouré d'autres entrepreneurs qui, eux, étaient bons pour vendre, pour faire du marketing, faire mousser le truc, mais qui restaient bloqués sur la technologie. Et moi, à force, c'était faire de la technologie qui marche, là, résoudre des problèmes. Donc, on est passé à l'alternative. La startup alternative, le laboratoire de développement, dans le sens qu'on ne s'est pas brandé agence parce qu'on était vraiment très... comme si on était des employés, en fait, des autres startups. Ouais, style une fractional engineering team. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, on avait toute l'équipe, on avait le super UX UI, on avait toute la partie technique avec toutes les expertises qu'on maîtrisait déjà. Donc, on était vraiment assez intéressant. Puis c'est là où on a eu à la fois des petits clients, donc petites startups, puis ça nous a amené vers des vraiment gros clients, genre dans la NFL aux États-Unis, ce genre de choses. Ouais, Chris, let's go. Ouais, et c'est là, en fait, avec cette partie alternative service, où on a grossi à un moment, on est passé de 3 à 18, je pense qu'en 8-10 mois. Nice. C'est vraiment malade, David, je m'excuse de t'interrompre, c'est juste, souvent, là, le pattern, puis le chemin que tu vas voir, c'est, hey, on s'est lancé une boîte de services pour payer notre hypothèque, puis payer notre bill à la fin du mois, puis être profitable day one.
Puis là, on a généré un peu de profit, puis on a comme une business stable, puis là, on essaye de prendre un plus gros risque, de prendre du produit avec toute notre force d'engineering qu'on a. Ouais. Et toi, ça a comme été l'inverse, right? T'as buildé une force d'engineering dans une startup produit, puis là, t'as dit, fuck, ça marche pas, je pivote au service pendant un bout, mettons. Genre. C'est vraiment intéressant. Je tendance à pas faire les choses dans l'ordre, faut que ouais, et puis voilà. C'est vraiment hot. Ouais. Je sais plus où j'en étais. Donc, par rapport à. Au service qui grow, 18 personnes. Ouais, ça, le service a bien grossi. Puis c'est pendant cette phase service qu'on a rencontré HelloStaff. Okay. Où en fait, c'était deux gars qui. C'était une compagnie qui te permettait de gérer ton staff événementiel. OK, c'est ça. Donc, admettons, pour le salon de l'auto, tu as besoin de 80 personnes. Donc, il faut d'abord que dans ta liste, tu les trouves. Et après, une fois que tu les as trouvés, il faut que tu les organises. Ouais. Et j'ai rencontré deux gars qui étaient dans ce milieu-là, qui connaissaient bien le milieu, mais qui avaient besoin de créer la tech. Donc, on a fait un partenariat où je rentrais dans la business. OK. Et en fait, on a développé tout un produit qui fonctionnait, sauf que je me suis rendu compte que eux n'étaient pas vraiment capables de le vendre. Ouais. Donc, c'est une erreur coûteuse en temps, en argent et un peu fatigante. Ouais. Donc, c'est là où tu te dis, OK, avoir des associés, ça paraît bien, mais ça ne marche pas toujours. Non, 100%. Donc, gros apprentissage qui fait mal. Ouais. Voilà. C'est crissant aussi pour toi parce que c'était la deuxième fois que tu vivais développer un Christy de beau produit que t'es fier, puis genre pas être capable de le commercialiser assez pour que ça. C'est vraiment ça. Stick, fait que c'est vraiment ça. Puis l'erreur que je faisais aussi, c'est que j'écoutais mes deux autres cofondateurs où il manquait toujours un truc. Puis je prenais la responsabilité du fait qu'ils pouvaient pas le vendre sur moi. Ouais, je comprends. Voilà. Ouais, c'est tough. Donc parce que moi, j'étais pas vraiment en contact avec le client, donc ça c'était une grosse erreur. Ouais. Mais c'est toutes des choses que éventuellement t'as corrigé dans Alti, tu sais. Oui, c'est que j'ai vraiment mangé mes crottes de nez avant d'attaquer Alti. c'est vraiment les erreurs là, j'en ai fait pas mal. Je suis fatigué, ça me fait rire. All right. Fait que tu fais un bout avec HelloStaff, puis là ensuite, qu'est-ce qui se passe dans le fond? Genre, tu décides de laisser tomber. Ouais, honnêtement, ça a duré jusqu'en 2000, je pense 2020. En fait, ça a vivoté. C'est ça le truc, ça a vivoté, sauf que ça a vivoté, mais avec moi qui avait les coûts pour supporter tout ça ou autre. Donc, c'est une aventure elle s'est pas arrêtée brutalement, elle a comme. Ouais, voilà. OK. Donc, beaucoup d'apprentissage, de temps perdu et d'argent, mais regarde, bon. Voilà, ça, je pense que ça a participé à la réussite après. Quoi. Puis la phase de service, elle s'est jamais vraiment arrêtée. La phase de service s'est jamais vraiment arrêtée. Parce que pour reconnecter un peu tout ensemble, c'est qu'en fait, quand je te disais qu'on est passé de 3 à 18, c'est qu'il y a eu un enjeu après en termes de gestion des ressources humaines. Parce que moi, je recrutais du monde. Il fallait que je les gère après avec moi j'avais aucune idée de ce que je faisais. Donc j'avais des Excel bien organisés. Je gérais principalement des ingénieurs. Donc j'avais mon équipe de gobelins, c'était pas trop difficile à gérer, mais voilà, il y a certains niveaux, il faut que tu t'organises. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu acheter un SIRH, qui est un logiciel qui gère les... Acheter la compagnie ou juste acheter le logiciel? Non, acheter le logiciel, comme de prendre Office 365, là, mais prendre un logiciel de RH. Puis pendant 1 an, j'ai fait l'exercice d'essayer d'en acheter un. J'en ai essayé 4. Puis c'est toujours la même misère en fait. Tu sais, ça ressemblait à Windows 95, ça marchait pas très fort, ça coûtait la peau des fesses, tout était compliqué, même juste l'expérience d'achat. Toi et moi, on est une génération où on a l'expérience Google, là, tu cliques. Et en 1 minute, ça marche. Là, il fallait parler à quelqu'un pendant 3 semaines, il t'ouvre la démo, dedans, tu rentres tes infos, ça marche so-so. Puis, une fois que tu as rentré toutes les infos, tu ne peux plus les ressortir. Tu sais, c'est comme... C'était pas winner. Hein. Fait que c'est là que tu as vécu la première fois le pain de gérer mes RH avec un outil sur le sens du monde. C'est ça. Puis, c'est là où je me suis dit... Nous, on voulait déjà repartir un produit à l'interne. Parce que pour l'aspect service, je suis pas bon pour charger le bon prix. Donc, en gros, je travaille gratos et je fais des super trucs pour les autres. Donc, voilà. Ouais, puis je veux dire, c'est dans ton ADN de founder depuis jour 1 de faire du produit, tu sais. Ouais. Parce qu'il fait que, tu sais, moi, j'ai mis ça à le construire pour les autres. Sauf que comme je suis pas capable de bien le pricer, au final, ça vaut pas la peine. Donc, voilà, c'était un défaut. Là. Quand je disais tout à l'heure que j'aime pas assez l'argent, donc, dans l'idée de repartir un produit, on a développé Alti à l'interne et l'idée, c'est de le développer par rapport à nos besoins, donc ce qu'on connaissait.
J'avais donc des employés à gérer, il me fallait un dossier pour les gérer, il me fallait des dossiers employés où tu as toutes leurs affaires perso, il fallait que je puisse gérer leur temps, genre planifier quand ils bossent et enregistrer dans quel projet ils bossent pour pouvoir répartir la facturation. Il me fallait la gestion du matériel, parce que tout le monde part avec un écran, un ordi, tu n'as aucune idée d'où c'est, et un petit feed de news. Okay. Pour avoir quelque chose de propre, parce qu'on avait un Facebook d'entreprise, ils l'ont fermé, puis c'était devenu dégueulasse, donc on s'est dit, on va le faire propre. Mais là, t'avais quand même pas mal de staff, là, si vous étiez autour de 18 à ce moment-là, puis ce staff-là se nourrissait des mandats clients services que t'avais dans l'alternative. C'était tout du staff à Québec ou t'avais du monde ailleurs? Ou... Non, on a essayé beaucoup de choses, y compris genre travailler avec du monde comme en offshore ou à l'étranger. Okay, On a eu du staff en France, en Italie, à La Réunion, à Madagascar, en Inde. On a essayé plein de choses pour au final se reconcentrer juste sur trois zones. Okay. Et parce que l'expérience du offshore était assez négative en fait, dans le sens où par exemple, avec l'Inde, tu vas là-bas pour payer moins cher. Tu essayes de payer moins cher. Eux, ils en sont conscients, donc ils essayent souvent de te charger plus d'heures. Donc, en fait, tu as un cercle de merde qui se met en place où personne n'est jamais content. Et en plus, tu as 11h30 de décalage horaire. C'est franchement très compliqué. Donc, il y a des compagnies qui arrivent bien. Pour nous, ça n'a pas marché. Donc, nous, ce qu'on a fait sur nos 3 clusters, c'est vraiment 3 bureaux physiques où les équipes se retrouvent là. Donc, c'est pas quelqu'un qui travaille chez lui, c'est vraiment des bureaux physiques et ça marche super bien. Mais ça, là, David, c'est pas tous les first-time founders qui ont le réflexe d'embaucher offshore ou à distance. Souvent, tu vas essayer de prendre tes premiers ingénieurs proches de toi localement. Puis tout. Toi, si tu le fais que comme... I guess, t'avais un réseau en Europe, vu que t'as grandi là, t'as immigré ici, tu t'es reconnecté dans un nouveau réseau... Tu savais qu'il y avait du talent ailleurs aussi. T'as-tu fait ça dès le début, la première version d'Alternative? Y avait-tu du monde offshore, genre? La première version, c'était en Inde. Puis ça n'a pas marché. Et en fait, c'était pas tant par mon réseau, c'était vraiment du essai-erreur. Puis rapidement, moi, l'idée, c'est que je suis perfectionniste de base, je le sais, puis ça te pousse à trop attendre. Donc, sachant que j'ai ce biais-là, j'ai poussé vers une autre façon de travailler qui est d'exécuter le plus vite possible et de faire le plus d'erreurs rapidement. À moindre coût aussi. À moindre coût. Pousser vraiment pour je peux dire l'exécution à la perfection, mais comme tu exécutes super vite, tu arrives à la perfection pareil. Ouais, je comprends. C'est juste 2 chemins différents pour t'avoir dans la même place. Exact. Et j'ai fait la même chose avec le fait de recruter, de créer mes équipes qui soient de développement, UX, UI, produit. Donc, tester quelqu'un rapidement, ça marche pas. Et après, dessus, tu builds sur cette bonne personne le reste. Donc, c'était pas tant dans mon réseau. Tu vois, en Europe, ce qui est cool, par contre, c'est l'aspect UX, UI qui est beaucoup plus, je sais pas pourquoi, beaucoup plus développé qu'au Québec. Ils sont sharp, ouais. Alors qu'au Québec, niveau créatif, on est super bon, mais comme le UX, UI, c'est un mélange entre créativité et technicité. C'est un drôle de mélange et pour le coup, en Europe, ils en ont plus. Ils sont un peu plus en avance, j'ai l'impression. Mais est-ce que tu avais été influencé par d'autres entrepreneurs ou dans une discussion, quelqu'un t'avait dit genre, ben oui, man, tu peux builder de la tech bien moins cher puis genre scaler plus vite si tu joins à des équipes ailleurs à l'étranger. Tu sais, comment que cette réflexe-là est venu dans ta tête? En fait, c'est pas un réflexe qui est venu, c'est que je savais que c'était possible. Puis il y avait 2 choses. C'est en tant qu'immigrant, j'avais pas de réseau, donc encore plus aller chercher des investisseurs, c'était compliqué. Donc, pas d'oseille. Plus le fait d'aller chercher des subventions, ça m'a toujours gonflé. Je préfère... j'ai quasiment demandé aucune subvention depuis le début. Là, on exécute plus vite. Donc, quand t'as pas d'argent, tu peux pas recruter ici. OK, fair. C'est bon. Ça a comme été une forcing. Après, on a recruté ici. Donc, ça a été vraiment la contrainte initiale. C'est comment on fait des miracles sans argent. Puis là, tu essaies de trouver des solutions avec ce que tu as économisé, avec ce que tu arrives à vendre aux clients. Tu prends du staff ici. Tu fais en sorte qu'ils dirigent du monde qui va être en Italie, par exemple. C'est une autre organisation. C'était juste par rapport aux contraintes qu'on a fait ça. Très cool. Puis là, j'ai comme un paquet de questions sur Alti, fait que je vais rentrer là-dedans. Il y a beaucoup de monde qui vont vivre une tension entre leur boîte de service et leur nouveau produit qu'ils essaient de lancer. Ils savent pas où allouer les heures, leur capital, tout ça. Toi, tu avais quand même une boîte de service qui fonctionnait bien. Ça a-tu été difficile, la partie transition, genre je suis plus all-in dans le produit? Ou? Ouais, non, tu me fais une bonne transition parce qu'en fait,
On avait la première version d'Alti, grosso modo, fin 2019. Que tu dogfoodais sûrement? Tu l'utilisais genre à l'interne? Pour nous, à l'interne, qu'on commençait à bricoler. Et début 2020, j'étais content. On allait commencer à faire de l'argent, vraiment. Nice. Parce que sinon, j'avais tout mis comme en croissance. Ouais. Et là, en 2020, j'étais comme, ouais, on va faire de l'argent. On a des gros clients aux States, ici, en Europe, yes, tout va bien, on est résilient. Bon, pas de bol, petite pandémie. Et tous nos clients étaient dans l'événementiel. Donc, en fait, c'est pas compliqué. C'est en 10 jours, on a perdu 90% de nos revenus. Là, les clients d'Alternative ou d'Alti? D'Alternative. OK, c'est bon. Parce qu'Alti n'était pas encore un produit. C'est bon. À ce moment-là. C'était un tool à l'interne. Ouais, c'était un tool à l'interne qu'on visait de rendre produit. Donc, j'avais commencé à économiser un petit peu, à structurer les choses pour qu'admettons, d'ici fin 2020, on commence à en faire quelque chose. Puis là, ta business de service s'est fait casser les genoux un peu. Là. Ah ouais, s'est fait casser les jambes solides. Ouais. Très, très, très solide. Ouais. Puis surtout, tu sais, quelques mois avant, je disais à Daphné, ma conjointe, ouais, ça va bien aller cette année, on va faire enfin de l'argent. Ah ben non. Donc là, c'est grosse réflexion. Qu'est-ce qu'on fait? Toutes les boîtes qui faisaient comme moi autour sont mortes. Okay. Dans le premier mois, elles ont toutes fermé. Là, tu parles des boîtes qui avaient une concentration de clients dans l'événementiel qui s'est fait ramasser par la COVID. Okay. Et ceux qui développaient pour. Qui développaient pour cette industrie-là. Et donc, toutes les boîtes autour de moi qui ferment. Puis là, je me retrouve avec 20, non pas 20 à l'époque, 15 ingénieurs, donc quand même des bons salaires qu'il faut maintenir. On n'a plus de revenus qui rentrent, on a un produit qui n'est pas encore prêt, mais qu'on veut lancer. Je dis, OK, qu'est-ce qu'on fait? À quel point on peut serrer les fesses pour que ça passe? C'était le temps d'essayer de regrappiller des petits contrats en quelques mois, là, ça prend toujours du temps. Donc il y avait la COVID, donc vraiment tout était à l'arrêt. Toutes les industries s'étaient mises à l'arrêt. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai parlé à mon équipe. Ça, c'est un truc qui a été très intéressant. J'ai toujours été très transparent avec mes employés. Mais pour de vrai, on dit toute l'entreprise veut être transparente, mais c'est difficile. Parce que des fois, tu gères un peu une cour d'école aussi. Mais là, je leur ai dit, regardez, on a perdu tous nos clients. Est-ce que je mets comme une grosse partie du monde à la porte ou est-ce que vous me laissez quelques semaines à quelques mois où on va passer sur vous allez travailler 30 à 50% du temps, mais on va mettre personne à la porte. C'est juste que tout le monde en prend moins et on va essayer de passer au travers ensemble. Puis ils ont tous dit oui. Donc, ça fait du bien. Là. Tu te dis, OK, l'effort que j'ai mis à aider les employés dans les dernières années, là, ils me le rendent. Gros move de leadership, ça, c'est malade. Ouais, ça m'a vraiment fait du bien dans une mauvaise période là, qui était difficile. Et en quelques mois, on a récupéré quand même quelques petits contrats pour que ça vivote. Et pendant ce temps-là, j'ai dit, OK, on fonce sur Alti. Entre-temps, je l'avais montré à des amis, il y a du monde de l'écosystème RH qui me disait, ouais, il y a quelque chose. Et donc, on a foncé là-dessus. Puis, combien de temps ça t'a pris d'avoir, mettons, une version assez stable ou que tu étais assez satisfait pour commencer à essayer de la vendre? La version stable était là, je pense, juillet 2020. OK. Ouais. En fait, c'est parce que Alti, on l'a bâti sur des fondations quand même très stables de logiciels qu'on avait fait avant pour des très gros joueurs. Et honnêtement, les conneries de code mal fait, de mauvais choix de langage, on les avait déjà fait avant. Je comprends, donc, on savait exactement où on s'en allait. On avait déjà des blocs qui étaient très bien faits. Donc, on a repris ça. Donc, on avait une base solide. Mais tu sais, tu avais eu à 2 reprises l'espèce de plafond de verre de commercialisation que tu m'as parlé, qui a fait que d'autres initiatives produits ont chié, tu sais, carrément. Fait que là, t'avais-tu ça genre en arrière de ton esprit? T'étais-tu angoissé avec ça? Comment tu planifiais le côté commercialisation? Parce il y a 2 choses, un peu l'approche kamikaze. C'est quoi l'approche kamikaze? C'est quand tu fonces sans savoir où tu s'en vas, mais t'y vas. Il y avait ça. Et non, le produit, on l'a créé. Puis pour nous, il faisait beaucoup de sens. Donc je l'ai montré à d'autres compagnies comme moi qui disaient comme oui, ça va rendre du sens pour nous aussi. Et après, très rapidement, là, vraiment quelques semaines après la COVID, quand on a pris le chemin de OK, on y va sur Alti, c'est là où on va vraiment mettre toutes nos énergies. N'étant pas des RH, on avait conçu un logiciel qui était parfait pour nous. Mais ce que j'ai voulu faire, c'est le rapprocher de suite de la réalité des RH. Donc, j'ai contacté, à l'époque, je pense, une trentaine de consultantes en RH. Vraiment poké à l'aveugle. Et là-dedans, une bonne vingtaine qui m'ont répondu. Nice. Puis l'enjeu, ça a été, si tu veux, dans Alti, je l'ai fait en 3 phases.
qu'est-ce qu'il faut qu'on ait absolument pour que ça devienne un SIRH Okay. et que vous puissiez le présenter à vos clients. Après, en phase 2, c'était des nice to have. Ouais. Puis phase 3, là, ça fait déjà 1 an qu'on y est. On est vraiment dans l'innovation, des trucs qui n'existent pas dans le milieu. Tu sais. OK. Donc, ça a été de rapprocher ce que nous, on avait créé sans considération RH, en fait, des RH et le développer exactement par rapport à leurs besoins. Donc, par elle, j'ai trouvé les premiers clients aussi. Et de là, notre réseau RH, notre bouche à oreille est parti. Insane, parce que ce que tu as fait, c'est que tu t'es rapproché justement de ta cible, puis tu t'es comme développé des champions un peu à l'avance pour ton produit. Mais il y a beaucoup de jeunes fondatrices ou fondateurs qui écoutent qui vont se dire genre, OK, ben tu sais, tu fais juste leur écrire sur LinkedIn à ce moment-là. Qu'est-ce que tu as fait, toi, pour genre te rapprocher de ces consultantes RH-là, genre? C'était beaucoup du LinkedIn. J'étais avec dans des bureaux avec Attitude Marketing, une compagnie de com, où en fait j'ai parlé avec le RH, qui m'ont plugué avec le RH. Il y a eu ça. À partir du moment où j'ai trouvé cette première RH, j'ai demandé est-ce qu'il y a d'autres personnes que tu connaîtrais avec une expertise sur telle chose. Et en fait, tu avances ton réseau de point en point. Là. OK. Fait une fois que tu as amené le logiciel à un endroit ou un éventail de fonctionnalités qui est très suffisant pour amener beaucoup de valeur à ces personnes en RH-là, faut que tu le vendes, le logiciel, right? Genre. Mais là, avant de le vendre, j'ai l'impression que tu avais comme une job de positionnement peut-être à faire avec Alti, ou est-ce que il y a tout plein de sortes de logiciels en RH. Ouais. Puis le tien en fait beaucoup plus, mettons, que la moyenne. Ouais. Fait que comment tu fais réfléchir ou comprendre rapidement aux gens, non, mais ça, tu vas l'utiliser exactement pour toutes ces affaires-là. Fait que là, j'ai posé une énorme question. Je vais prendre un pas de recul puis te demander, catégorise-moi un peu les logiciels en RH pour qu'on comprenne bien c'est quoi, puis après, on va rentrer dans Alti ou ce qui se positionne. OK. Grosso modo, en RH, tu as plusieurs types de logiciels. Tu as vraiment ce qu'on appelle un ATS, Applicant Tracking System. Donc ça, c'est un système qui va gérer tout ce qui est recrutement. Ouais, ça, chez Douda, on utilisait le Greenhouse. Greenhouse. Okay. Ben ça, tu vois, c'est un type de logiciel, honnêtement, qui va très bien. Il y a des choses. Si, au lieu de chercher un SIRH pour gérer les employés, j'avais cherché un ATS, je l'aurais acheté. Je ne l'aurais pas construit parce que les ATS, c'est quelque chose où, au niveau du marché, ça se porte bien. Il y a des solutions récentes, il y a de l'innovation, ça bouge. Intéressant. Okay. Donc, ça, c'est la partie ATS. Et après, il y a la partie SIRH, donc Système d'information des ressources humaines, qui va gérer théoriquement toute la vie de l'employé. Et ça, par contre, c'est très, très figé. Okay. Et c'est là-dessus où tu vas venir connecter ton système de paye, par exemple. Oui. Okay. Il y en a certains où le système de paye est déjà à l'intérieur. Okay. Il y a les deux. Et tu vois, au niveau des SIRH, l'enjeu qu'on a vécu, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est des logiciels qui sont très, très vieillots. Et c'est pas... Je ne vais pas dire c'est pas leur faute, c'est juste que en fait c'est une suite de logiciels, grosso modo tu as une dizaine de logiciels qui sont mis bout à bout. Okay, et donc pour le construire ça prend des dizaines d'années, souvent c'est pas les mêmes technologies, donc les modules vont pas être capables de se parler entre eux, et c'est que souvent en fait c'est un dérivé d'un logiciel un petit peu orientation comptable. Donc, si tu laisses des comptables développer un logiciel, accroche-toi au niveau de l'ergonomie. Donc c'est pour ça que c'est souvent, à cause de la technologie, pas très efficace. Et en termes d'ergonomie, d'expérience utilisateur, c'est du DOS, quoi. Ouais. All right, folks. Petit shout-out à Baseline, partenaire certifié Ça se passe. C'est mes geeks puis doctorants en intelligence artificielle préférés. Ils ont accompagné un paquet de SaaS en AI pour collecter puis valoriser de la donnée, mais aussi pour développer des fonctionnalités puis des automations critiques. Check them out sur saspace.com/partenaire avec un S. Puis l'épisode 41 avec David Beauchemin vaut vraiment la peine. OK, de retour au pod. OK, fait que là, on a des grossières catégories de logiciels RH qui sont genre ATS, SIRH, système de paye. Mais là, toi, tu me disais que Alti peut faire pas mal tout ça sauf la paye. Ouais, right? sauf la paye. La paye, c'est quelque chose que volontairement on ne veut pas faire pour être capable de mieux s'exporter partout. Parce que la paye, en fait, dépend de chaque province, de chaque État, de chaque pays dans lequel est l'employé. Fair, donc nous, on se dit, on va tout organiser avant. Donc admettons le planning des horaires, des vacances et les heures travaillées. Nous, on va tout rentrer dans le système ou même des fois le récupérer d'autres ERP.
on va le structurer pour l'envoyer dans n'importe quel système de paye. Donc, comme ça, on peut marcher au Québec, en Ontario, en France, en Suède, aux États-Unis. Il n'y a pas d'enjeu, ce qu'on va envoyer dans leur système local. Ouais, ça va être plus hardcore à développer, justement, aussi un système de paye. Là. En fait, c'est qu'il faut que tu sois compliant avec chaque juridiction. Exact. Fait que t'as comme une charge de compliance. Là, genre. Ça, faut que tu te tiennes à jour. Tous les ans, t'as le taux machin bidule qui change. Faut que tu le changes. Ouais. Si par exemple, tu travailles dans la construction, c'est des enjeux particuliers parce que ils ont des cartes, ils ont des taux minimums, ils ont des affaires syndicales. C'est ça que c'est tous des vieux logiciels qu'on a. Exactement. On a des clients qui nous disent vous voulez pas faire un système de paye parce qu'ils aiment l'expérience du reste. Non. Le mal de tête, ça va. Alors. On peut pas faire tous les combats. Ouais. OK, mais là, on dirait que ce que je trouve tough avec ce que tu me dis d'Alti en ce moment, c'est que c'est très, très horizontal. C'est-à-dire, n'importe quelle compagnie qui a des besoins significatifs en RH peut utiliser ça. Fait qu'au niveau de ta commercialisation, c'est comme si quasiment si le champ était trop large. Genre, tu pouvais viser partout. Fait que comment toi, t'as décidé d'aller chercher tes premiers clients? Tu t'es-tu dit, je vais aller dans les compagnies de tech qui sont proches de moi parce que j'ai un background tech? Tu t'es-tu dit, je vais aller dans les compagnies des consultantes qui m'avaient aidé en RH? Comment t'as vu ça? Genre? Honnêtement, au début, ça a été les compagnies avec lesquelles on pouvait parler. Tout court. Okay. Tout court. Et notre... qui était une bonne erreur, là. C'est que dans ma tête, je me disais, on va viser les PME qui ont moins de 100 employés. Ouais. Parce que juste par l'expérience du logiciel, la façon dont ils s'inscrivent, la facilité d'utilisation, derrière Alti, il y a toujours eu une de nos valeurs principales, c'est que si tu sais utiliser un smartphone, tu peux utiliser Alti sans formation. C'est pour ça qu'on a si tu es capable d'utiliser un smartphone, tu peux utiliser Alti sans formation. Okay. C'est pour ça qu'on n'a même pas de frais d'implantation ni rien. On est tout seul dans l'industrie à faire ça. Là. Tu vas sur alti.com, tu cliques, te crées un compte, en 1 minute, tu as un compte, tu peux tout utiliser. Ouais, fait que ça, c'est vraiment la résultante de genre du monde produit qui trippe UI, UX, qui sont capables de builder une expérience self-serve dans un space où c'est pas tant self-serve. Genre. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, le self-serve, je pense qu'on est quasiment les seuls dans cette industrie à le faire et on veut encore le pousser. Mais c'est vraiment Si le statu quo ou les attentes des gens RH, c'est de me faire tenir par la main pour me faire onboarder dans mon beau nouveau SIRH, c'est un désavantage dans le fond que ce soit self-serve pour Alti? Non, parce que, en fait, c'est une bonne question. Les RH ont quand même, pas besoin, mais aiment qu'on les tienne par la main. Ouais. Donc, on est quand même là, mais au lieu que l'implantation prenne... généralement, c'est pas mal 3 mois à 1 an, une implantation. On a des clients qui l'ont déjà fait en 3 jours. Là. Puis il y a des clients qui l'ont implanté avec qui on n'a jamais parlé. Donc, on va avoir plein de supports. C'est à même dans l'application, en te baladant déjà, honnêtement, tu peux tout découvrir par toi-même. Si jamais tu as besoin d'être un peu rassuré, en plus, on a fait des capsules vidéo où tout est expliqué. Et il y a un chat où on est là tout le temps à des heures pas possibles. Nice. Et si en 5 minutes sur le chat, on ne résout pas le problème, on fait une visio directe. OK. Donc, ça, le fait que tu es là tout le temps à des heures pas possibles, c'est-tu parce que aussi tu as du staff distribué dans le monde puis tu peux genre couvrir non, plus de c'est juste qu'on est encore un peu maniaque, on peut se le permettre à ce nombre-là de clients. Ça va être un enjeu de croissance. Pour de vrai, notre qualité de service est dinguissime. On se l'est même encore fait dire il y a quelques jours pour une cliente. Là, nice, man. Ça fait vraiment plaisir. Et d'ailleurs, notre service, au début, on n'en parlait pas. On disait juste, regardez, on est tout le temps là. Le service client, là. Ouais, le service client. Et en fait, cet été, on l'a rebrandé. On a mis AltiCare. Et en fait, c'est notre service où on est tout le temps là, même pour écouter leurs demandes de fonctionnalités, pour faire évoluer le logiciel. On l'a carrément brandé parce que on se le fait dire qu'on est super hot. Donc, on se dit, OK, on va en profiter. Là. Nice. Puis, fait que là, en ce moment, y a-tu des tendances dans ta user base? Mettons, j'ai beaucoup de clients dans telle industrie ou t'en es où, le genre? On a vraiment dérapé, là, on drift pas mal. Ouais, c'est parfait. Mais l'affaire des entreprises en dessous de 100 employés, c'est parce que ma première pensée, c'était au-dessus de 100 employés, ils ont une telle masse salariale qu'ils sont forcément organisés. Ils ont déjà forcément un logiciel. Donc, je me dis, je vais viser en dessous de 100. Et en fait, grosse erreur, ils sont 800, ils n'ont toujours rien d'organisé, ils n'ont même pas un Excel, c'est papier. Donc, la belle découverte qu'on a eue, c'est qu'en fait, non, on peut vraiment aller au-delà de 100 employés. Okay. Donc, en fait, on a signé au premier client peut-être dans les 50 employés. Okay. Puis très rapidement, c'est devenu 70, 80, 100, des 300, des 400. Tu sais, c'est comme... Et ça marchait aussi bien, en fait. Parce qu'on avait rajouté... on a plein de réglages de type Enterprise dans Alti. Donc, tu sais, surtout sur la sécurité. Là. Permission, exactement. Accès. Permission très, 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 très fine. Ce qui fait qu'on est bien adapté même pour des grosses boîtes. Puis ça, on le rend accessible à des petites boîtes.
Et ça nous a ouvert beaucoup de portes. Un petit peu comme l'aspect sécurité où on est très maniaque. Ça nous a ouvert beaucoup de portes. Ce qui fait que maintenant, on est passé de viser les entreprises de moins de 100 employés à, je pense que notre classique, ça serait entre 100 et 300. Beaucoup d'OBNL qui sont en dessous de 50 parce qu'on fait un deal spécial. Ah, OK. Puis dans ce milieu-là, on l'a fait une fois, c'est parti Nice. à tout le monde. Mais voilà un petit peu notre changement de cible. Et tu me parlais de à quel point vous visez large dans les industries. C'est vrai qu'on n'a pas de limite d'industrie. Donc vraiment, on touche à tout, sauf tout ce qui va être type restaurant, boutique. OK. Restaurant, boutique. Ou est-ce que c'est plus du temps partiel puis du saisonnier? En fait, ils ont un gros besoin de gestion de temps plus que de gestion des employés. Okay. Leur besoin qui fait le plus mal, c'est vraiment gérer les horaires. Donc souvent, c'est là où on va plugger. Je pense que tu avais eu Agendrix. C'est ça. Agendrix et Voliac sont deux belles solutions québécoises. Puis nous, on leur dit, regardez, par rapport à votre besoin, ça, c'est votre gros pain. Réglez-le. Puis si après, vous voulez vraiment vous organiser, parce que par exemple, vous êtes un groupe dans la construction, vous êtes dans la construction, dans la restauration, vous êtes 200, parfait, nous, on est là pour s'en occuper. Puis comment tu les... Là t'as une couple de clients, je sais pas à quel point tu veux parler, mais t'as plusieurs clients aujourd'hui, mettons. Comment t'es allé les chercher? C'est encore genre artisanal, bouche-oreille, réfère-moi donc quelqu'un que tu connais? Ou... C'est fucking artisanal notre affaire. Là. C'est pour ça que je dis qu'on a commencé à commercialiser en 2024. Okay. Parce que jusque-là, c'était juste du bouche-oreille. Juste de ça. Ouais, c'est juste le produit. Le produit fait un wow. Ouais. Ça, c'est un truc important en démo. C'est qu'en fait, les clients viennent nous voir pour 2-3 pains, donc 2-3 modules, des fois 4. Et en fait, ils découvrent qu'on en a 10 et qu'on peut gérer des problématiques qu'ils ne pensaient pas pouvoir régler. Donc, on a un bel effet wow, donc ça se parle beaucoup. Et on est des personnes de tech, mais on est quand même très sociable, je pense, plus que la moyenne que des compagnies pure tech. Donc, ça passe bien. Mais ça scale pas. Ça scale pas. Donc, c'est un enjeu qu'on est en train d'essayer de traiter en ce moment. Donc, tu vois, fin 2024, on a commencé à faire des salons. Des salons professionnels. Fait du trade show. Vraiment du trade show. Celui des CRHA, qui est l'ordre professionnel des RH. Okay. Ça a super bien marché. Celui stratégie PME, qui est plus généraliste. Ouais. Puis là, on regarde ce qu'on va faire. Okay. Mais ça, c'est un canal d'acquisition que vous essayez d'explorer. Exactement. Ça, c'est un canal d'acquisition. On a un canal qui n'est pas facile à scaler, mais qui marche bien. C'est juste les consultants RH. Juste nous faire connaître. Ouais. Au channel Québec, partners ou partenaires de distribution, basically. Là. Même pas. C'est juste vraiment qu'on soit dans leur tête parce qu'il y a très peu de joueurs comme nous, en particulier en plus au Québec, qui font des SIRH. Ouais. Et nous, on arrive avec une solution qui est vraiment innovante, qui fait un wow. Ouais. Donc, on a juste besoin qu'elles nous connaissent. Puis comme ça, après, quand il y a un besoin, elles nous contactent. Et ça, c'est un channel à développer qui coûte rien, mais qui marche bien. Exact. C'est ce que je voulais dire par channel partner. Mais tu les incentivises-tu, ces consultantes-là? Oui, mais en fait, elles ne le prennent pas. Parce que celles qui font partie de l'ordre, souvent, c'est que nous on a vraiment, j'appelle ça le triangle vertueux avec les consultants, c'est que nous, on a choisi volontairement de ne pas faire de service. On pourrait en faire très facilement. On a choisi volontairement de ne pas faire de service pour le laisser aux consultantes avec qui on travaille. Donc, quand, par exemple, elles vont nous ramener un client, nous, on va s'occuper de toute la partie implantation un petit peu technique, si je puis dire. Ça va prendre quelques heures. Et elles, après, vont amener les bonnes pratiques. Donc, admettons, dans ton protocole d'onboarding, comment tu le structures, comment tu structures ta documentation, ton marketing RH, comment tu veux le mettre. Et elle nous amène un client pour... Nous on met en place le contenant, elle nous amène le contenu. Et donc, on a vraiment un triangle vertueux où, dès la première semaine, le client final est super satisfait parce que nous, on a amené le bon produit, puis il a été bien rempli par la consultante. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vraiment win-win. Puis... Dans ces consultants-là, j'imagine que c'est plus des filles, là, parce que je t'entends tout le temps dire consultantes. J'ai des consultantes parce que tu croises 2 gars sur 50 filles. All right. C'est bon. Mais dans ces consultantes RH-là, mettons, qui eux vont recommander puis aider un peu à intégrer Alti dans une compagnie, le statu quo ou comment est-ce que les gens dans cette compagnie-là réglaient leurs problèmes d'RH avant que ces consultantes-là rentrent, mettons? C'est-tu les legacy SIRH? Si oui, tu peux m'en nommer un, me donner un exemple? Ou il n'y avait rien? Tu sais, c'est quoi le... Non, assez peu de SIRH qui étaient avant.
OK. Ça arrive des fois qu'on upgrade d'autres SIRH. Ouais. Ça arrive, mais c'est pas la... Je pense que c'est moins de 50%. J'ai pas de vraies stats en tête, là, mais à vue de nez, je pense que c'est moins de 50% de clients qui arrivent d'autres SIRH. La majorité, c'est vraiment qu'ils partent de quasiment rien. Donc, des fois, c'est des Excel, des fois, c'est du papier. Des fois, il y a des morceaux d'infos employés un peu partout. C'est un petit peu dans le système de paye, un petit peu dans l'ERP, dans un Notion. Un petit peu dans un logiciel qui gère le temps. Et en fait, c'est un méga bordel. Et nous, on ramène tout à un endroit où ça se parle naturellement. Mais David, je sais pas si c'est moi qui est naïf, mais genre, on dirait que je me dis, OK, les genres de joueurs un peu plus gros qui ont déjà un système de CRH legacy ou genre subpar, mettons, par rapport aux vôtres, oui, ça va être un peu plus tough le déloger vu que le système est implémenté, il y a des coûts, whatever. Mais comme eux, ils ont toute leur data mostly genre synchronisée à la bonne place. Puis comme voir la valeur d'un meilleur système va être plus rapide que s'ils n'avaient pas de système, je pense. Fait que je me demande, c'est-tu parce que vous êtes trop fin que vous attaquez pas genre directement à la compétition puis vous identifiez pas, mettons, genre ces 100 compagnies-là sont sur ce vieux SIRH-là. On fait du account-based marketing, on les outreach. Non, c'est une idée, on pourrait parce qu'on n'est pas plus cher. Comme je disais, on n'a même pas de frais d'implantation. C'est ça. Et en termes d'efficacité, en fait, c'est ça, c'est qu'on fait découvrir aux RH qu'on leur règle des problèmes que les autres SIRH n'ont même pas couverts. Il y a ça qui est un petit peu... C'est pour ça que tout à l'heure, je faisais la différence entre le milieu des ATS, qui est très dynamique, où il y a de l'innovation, et le milieu des SIRH, où tu as l'impression qu'ils n'ont pas innové depuis 10 ans et qu'ils n'écoutent pas les bobos des RH. Ouais. C'est ça le truc, c'est que moi, je passe ma vie avec des DRH à écouter qu'est-ce qui marche pas et à gratter leurs bobos. Ouais. Ce qui fait qu'on couvre vraiment leur réalité. Et quand elles le découvrent, elles font un wow. Mais le challenge qu'on a, c'est que les RH nous veulent, mais c'est pas elles qui choisissent. Ah, c'est pas le client Non, qui signe. Ça, c'est le plus gros challenge. Ouais. C'est que nous, avec les RH, ça se passe super bien. Elles nous veulent. C'est après, est-ce que la haute direction va leur donner le budget? Parce qu'en RH, c'est une problématique, ils n'ont pas d'argent. En fait, il y a de l'argent qui va, mais dans le recrutement, parce que le bobo, il est immédiat. Ouais. Mais après, les filles, elles courent partout, elles s'organisent, elles font des Excel, c'est assez dingue pour survivre parce qu'on leur donne pas de logiciel. C'est un peu comme si à des comptables, tu leur dis, t'as Excel, pourquoi tu veux un logiciel de comptabilité? Ouais. C'est vraiment ça. Sauf qu'elles sont trop gentilles et je pense qu'elles gueulent pas assez pour avoir du bon matos. Intéressant. J'ai le goût qu'on parle de toi un peu personnellement comme founder et CEO. Là, t'as comme eu plein de chapeaux. Tu sais, t'étais entrepreneur en série carrément. Là. J'ai le goût, spécifiquement pour la portion Alti, que tu me dises d'un point de vue opérationnel, tâches, responsabilités, tes premiers mois dans l'aventure ressemblaient à quoi? Puis tes derniers mois ressemblaient à quoi? Mes premiers mois, je dirais même les 2 premières années, étaient très, très création du produit. Ouais. Donc, passer du temps à écouter les RH et faire évoluer notre produit, je gère moi-même tout ce qui est UX UI avec Serena, qui est vraiment mon bras droit là-dessus, qui est exceptionnel. Moi, je concevais par rapport aux besoins, elle exécutait en termes de maquette sur Figma, et après, on a envoyé au dev. Donc ça, pendant 2 ans, ça a vraiment été ça, avec un petit peu de clients à côté et beaucoup d'écoute des consultantes. Puis au bout de 2 ans, on a eu quelque chose qui était très, très puissant. Donc là, ma casquette a pas mal basculé en vente pour justement aller chercher. Trouves-tu ça tough? Non. T'aimes ça? Ouais, j'aime ça parce que c'est vraiment sociable comme dude aussi. Ouais. J'aime ça parce qu'en fait, en faisant ça, je vais chercher des nouveaux bobos que je règle. Fait que ça scratch ton itch de produit en même temps, genre. Ouais, c'est ça. Mais vraiment, des fois, c'est un de nos enjeux. C'est qu'on développe tellement vite, on écoute tellement nos clients qu'après, ils nous donnent une liste de tâches parce qu'ils veulent qu'on crée leur logiciel licorne. Donc, des fois, là où un client te dirait « Ah oui, il y a ça, où j'en aurais vraiment besoin », il te donne une tâche. Comme nous, on les écoute tout le temps et ils voient qu'en quelques semaines, quand ils nous donnent un besoin, on le résout. Ils nous en donnent 20, 25. Ouais, mais là, il faut que tu saches dire non à un moment donné. Là, on arrive à un point où on s'est développé un logiciel en interne spécifique pour gérer toutes ces demandes, les prioriser. On essaye de faire attention quand même. Mais là, attends, j'ai accroché parce que tu as dit on est tellement proche de nos clients, on a tellement de demandes de nos clients, puis on a une bonne vélocité pour genre écouter ces demandes-là, les filtrer, puis genre implémenter, qu'on a développé un logiciel à l'interne pour gérer ça. Ma question, c'est pourquoi t'as fait ça? Il y en a plein des logiciels qui t'auraient permis de faire ça, genre? Ouais, on a gossé sur Planner de Microsoft, sur Trello. On a bricolé plein de choses.
jusqu'à se dire à un moment, on va se bricoler un petit POC dans Proof of concept. Proof of concept dans Alti qui va être caché, qu'on va utiliser nous-mêmes et qu'on va s'améliorer. Puis là, on est en train de vraiment l'utiliser de plus en plus. Fait que t'as comme un genre de screen ou de UI dans Alti qui est juste accessible à toi. Ouais, c'est ça. C'est le menu caché, là, ça s'appelle le lab. Okay. C'est caché juste dans notre compte à nous. Okay. Et l'idée, c'est qu'on veut mettre à un seul endroit tout le parcours qu'on fait avec nos clients, donc qui est à partir de la demande du client, donc on rentre les infos dedans. Ouais. Après, on l'enrichit parce qu'on voit qu'il y a plusieurs clients qui demandent la même chose. Puis ce qu'on voulait, c'est que ce besoin puisse après devenir une tâche pour l'équipe produit, création de maquettes, et la même tâche devient après une tâche de développement où on la fait avancer jusqu'à la livraison. Et quelque chose que nos clients adorent, c'est quand ils nous demandent quelque chose. Par exemple, on a même un prospect qui nous a demandé de créer, qui a besoin d'un module pour gérer tous les problèmes de discipline. Donc, on s'est rencontrés. 2 jours après, on avait fait les maquettes, on lui montrait. Et ce qui se passe, c'est que quand c'est un client normal, on fait la même chose. On lui montre les maquettes, est-ce qu'on est bien par rapport à votre besoin. Après, on le lance en dev et à chaque étape, que ce soit maquette, lancement du développement, première version en ligne, version finale en ligne, on leur envoie un courriel, on les tient au courant. Ça prend du jus en foule de tenir tous tes clients au courant, d'où le fait que dans le logiciel, on veut aussi mettre des triggers où quand tu passes d'une étape à l'autre, il reçoit un courriel en mode ta tâche, machin, bidule et passer en ligne. On dirait que mécaniquement, genre, opérationnellement, je trouve ça malade. Stratégiquement, je me demande, genre, si tu vas pas pogner un mur à un moment donné, genre, Chris, man, tu peux pas, genre, shipper des modules à l'infini, là, à un moment donné, ça va Frankensteiner ton produit ou quelque chose, genre, comment tu fais pour t'assurer de garder une expérience tirée... Ouais, ça c'est cool. En plus, j'ai vu un post sur LinkedIn cette semaine à propos de ça. Je pense que c'est Missive qui a fait comme un gros lancement et puis ça a chié avec les clients parce que c'était un trop gros changement d'un coup. Puis là, ils ont rollback des affaires puis ils ont parlé beaucoup avec leurs clients. C'est ça. Puis je voulais répondre puis j'ai oublié. En fait, le truc, c'est que nous, toutes les semaines, tous les mardis, tous les jeudis, on fait un push avec une dizaine de changements. Donc, en général, 3-4 nouvelles fonctionnalités. Il y a quelques bugs et il y a des ajustements d'ergonomie. Et en fait, le truc, c'est qu'on avance extrêmement vite, mais par tout petits pas. OK. Donc, ça, c'est un enjeu aussi, parce que dans un logiciel, plus tu rajoutes de fonctionnalités, plus tu le compliques. Ouais, mais le fait qu'on avance par tout petits pas, les clients ne se rendent même pas compte du changement, en fait. OK. Donc, pour te donner un bon exemple, c'est notre module de gestion de la performance, où en fait, on automatise tout ce qui est évaluation de performance, de compétences, pour après en faire des plans de développement sur plusieurs années. Et ça, c'est un besoin qui était très, très, très compliqué parce que les entreprises ont l'habitude de le faire sur papier, donc elles font à peu près n'importe quoi, ça rentre sur papier, puis après, elles tablettent gentiment. Et tu vois, pour ce module-là, il fallait qu'on développe des besoins, mais qu'on ne connaissait pas encore quand on le lançait. Donc, en 18 mois, on a fait 27 versions. Et des fois, avec des tout petits changements, un petit ajout, une histoire d'alerte ou de rajouter tel supérieur dans l'évaluation. Mais des fois, ça a été des gros changements où on a changé toute l'architecture derrière parce qu'on voulait, admettons, que chaque évaluation soit indépendante, qu'on puisse s'échanger n'importe quand, que ce ne soit pas juste une récurrence. Et en avançant très vite par tout petits pas, les clients ne s'en rendent même pas compte, en fait. Okay. Et comme on est quand même très bon niveau UX UI, là, c'est pour ça qu'on en vend encore à l'externe, on arrive à faire passer les choses facilement. C'est impressionnant, man. Avez-vous une stack genre d'analytics puis pour tracker, mettons, l'utilisation du produit puis qu'est-ce qui fonctionne moins bien dans l'app? Actuellement, non. En fait, j'en ai utilisé sur d'autres projets, comme des Hotjar, des choses comme ça. Là. Ouais, ou un Mixpanel. Ouais, j'en ai utilisé sur d'autres projets. Là, je pense on n'a pas encore... Parce que nos clients qui sont là tous les jours, c'est vraiment l'équipe RH et admin. Ouais. Donc, c'est les RH qui vont gérer la comptabilité qui va être dans le module recrutement, les recruteurs. Et on n'a pas une énorme masse pour l'instant pour que ce genre de données-là soit, je pense, pertinente. Surtout qu'on est encore au niveau où on parle tout le temps avec eux. Ouais, c'est bon. Donc, j'ai pas mis de stack compliqué de ce côté-là. Fair enough. Si tu avais à identifier, mettons, un avantage injuste, unfair advantage ou un blind spot que tu as comme entrepreneur, t'aurais-tu quelque chose à me raconter? Oui. Qu'est-ce que je t'ai dit? Je me rappelle que pour toutes les discussions qu'on a eues ensemble, tu sais, côté unfair advantage, tu m'avais parlé du fait que
je pense que tu bougeais vite, t'étais genre obsédé côté UI UX. Ouais. Blind Spot, t'avais, je me rappelle plus, c'est ce qu'on avait dit. Ouais, le premier qui a un avantage, désavantage, c'est le fait de, c'est comme les questions d'entrevue là, être perfectionniste, c'est un avantage, mais c'est un désavantage. C'est vrai, je pense pour vrai être perfectionniste, c'est un désavantage, d'où le fait que j'ai changé le fait d'attendre trop longtemps pour lancer le truc parfait, en exécuter super vite pour faire 1000 versions et arriver au final à la même perfection. Ouais. Donc ça, c'était, je pense, ça rentre dans les avantages. Puis on aime le beau, l'aspect craft. On aime le beau, le bon. Donc ça se voit dans Alti, ça transparaît. Je pense que t'as de l'énergie aussi, genre, right? Tu sais, t'as comme une t'es comme pas tuable, on dirait. Oui, c'est vrai, j'ai une bonne résilience. J'ai une bonne résilience, puis pour de vrai, ne serait-ce qu'avec ma conjointe ou autre, elle accepte aussi ma folie, parce que tu peux, toi, être résilient, être capable d'attendre que ça marche, ou comme je disais, j'aime pas assez l'argent. C'est un de mes problèmes, là, je me suis fait dire ça, c'est que j'aime pas assez l'argent, donc je vois tout en mode parfait à long terme. Plutôt qu'aller chercher du cash de suite. Et ça, je pense que je peux me le permettre aussi par rapport à mon entourage qui me le permet. C'est drôle ça, j'aime pas assez l'argent. T'sais. Ça veut dire, je comprends que ta motivation core, c'est de construire, de bâtir, d'aider, de connecter avec du monde, mais pourquoi tu penses que... C'est que ça te fulfill, ça te rend genre... Non, je me suis fait dire ça parce qu'il y a des choix que j'ai faits qui visent vraiment d'avoir un super produit à moyen long terme en perdant des revenus à court terme, mais qui hypothèquent tes choix à moyen terme. Genre faire des partenariats qui ramènent de l'argent de suite, mais sont pourris à moyen terme. Ce genre de choses. C'est pour ça que dans notre industrie des SIRH, il y a très, très, très peu de startups. C'est juste... Ou alors, très rapidement, ça devient... t'as un gros vice derrière, ou alors tu es racheté par un assureur, ce genre de choses. Parce que c'est très compliqué, mais après, le switch change complètement. Alright. Puis moi, je vise de créer une sorte... Tu vois l'écosystème Apple, où tout est facile, agréable, même chose en RH. T'as comme une vision pérenne aussi, tu veux le faire forever. Mais le fait, l'aspect, j'aime pas l'argent, j'aime pas assez l'argent, ça fait aussi que l'intérêt d'aller vers des VC, non, pas trop. Je préfère monter quelque chose de vraiment solide. Et oui, le bootstrapper. Fair. Parle-moi donc de ton entourage d'entrepreneurs un peu. Genre, y a-tu des coachs, des mentors? Y a où le support un peu dans ton réseau? Très peu de support. Moi, j'ai grandi avec mon père qui était entrepreneur, qui avait un petit cabinet d'architecture et d'ingénierie, en fait, qui faisait des maisons bioclimatiques. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est des maisons où, en fait, tu as besoin de très, très peu d'énergie pour qu'elles fonctionnent. Elles sont super respectueuses de l'environnement, etc. Comme des trous à Hobbit, un peu. Là. Ouais, vraiment mieux. Donc, tu sais, moi, j'ai grandi là-dedans. Le bureau d'études était à la maison. Et là, j'ai vu comme mon père travaillait comme un fou pour ça. C'est aussi pour ça que je suis allé un petit peu dans le côté architecture, parce que j'avais baigné dedans. Mais petit souci, c'est que mon père était là 30 ans trop tôt, en fait. Il était juste beaucoup trop en avance. Donc, j'ai vu qu'une idée pouvait être une mauvaise idée à cause du timing assez tôt. J'ai fait l'erreur moi-même avec la première version alternative. Et voilà, ça rentre dans les doubles apprentissages. Donc, je te dirais, j'ai grandi dans ce milieu-là. Après, quand je suis arrivé ici au Québec, je me suis rapidement retrouvé dans un milieu avec d'autres entrepreneurs. Mais j'ai pas vraiment de mentor ou autre. Pour vrai, j'ai fait assez de conneries tout seul pour déjà avoir pas mal d'apprentissage. J'ai besoin de faire mes bêtises. Mais quand t'hésites, là, genre sur une décision importante, voire existentielle pour la compagnie, là, qu'est-ce que tu fais pour réduire l'hésitation? Tu googles, tu lis, t'appelles-tu quelqu'un, tu DM-tu quelqu'un? Qu'est-ce que tu fais? Alors, donc, je demande quasiment jamais à personne. Pourquoi? Parce que t'es têtu, genre? Parce que tu veux faire je pense que j'ai un aspect têtu. En fait, j'écoute beaucoup les autres. T'écoutes beaucoup les autres? Beaucoup les autres, ce qui fait que c'est rare que je demande parce que j'ai déjà écouté avant. OK, fair. Et j'ai oublié de dire quelque chose, c'est que dans toute l'aventure alternative qui est devenue Alti, etc., c'est que dans la première startup, j'avais eu la chance d'être comme incubé par Lavry, qui est un cabinet d'avocats. Oui. Où là, j'ai rencontré mon futur cofondateur, Charles.
Oui. Et en fait, c'était mon avocat dans la première startup, qui est devenu mon avocat, qui est resté mon avocat après pour la partie, on va dire, agence de développement. Et quand j'ai parti Alti, je vais passer un petit coup de fil. Charles, c'est la merde avec la COVID. Je vais partir à une autre business. Puis là, c'est lui qui m'a dit, hey, j'aimerais ça, moi aussi, lancer un jour une startup, mais je suis avocat, je sais pas trop quoi faire. Est-ce que je peux en faire partie? Puis il a été embarqué dans l'histoire. Donc, quand j'ai quelque chose qui peut être vraiment tendu parce qu'on peut finir en prison, c'est Charles qui s'en occupe. Mais généralement, sur beaucoup de choses, je vais rarement les poser des questions parce que je lis pas beaucoup. Je regarde beaucoup de documentaires. J'écoute beaucoup ce que les gens disent. Donc, j'ai pas mal souvent mon idée. Fait que t'as comme tes conseils ou t'as donné cette story en local dans ton cerveau, puis quand t'arrives à une crossroad, tu piges là-dedans. C'est ça. Il y a l'aspect feeling aussi, que j'écoutais pas assez au début. Intuition, genre, OK. Comment tu sens la personne. Donc, ça, c'était important, juste ne serait-ce que côté partenarial. Hein. Mais comment Charles, je m'excuse Charles si t'écoutes ça, là, mais genre, tu sais, qu'est-ce qu'il fait l'avocat comme cofondateur, lui, dans le fond, dans le business? C'est quoi qui amène? Charles, là, en ce moment, il s'occupe aussi des clients sur des choses un petit peu pointues, comme mettons tout ce qui va être paye. Pour tout ce qui est légal, mine de rien, on gère des enjeux très compliqués. On a toutes les données des employés. Ouais, j'avoue. Et ça, tu vois, côté sécurité, moi, je suis maniaque parce que c'est côté architecte et ingénieur, là, avec donc des 10 millions de backups, des trucs immuables pour si on se fait encrypter par des hackers, etc. Et après, j'ai toutes les virgules qui sont aux bons endroits avec Charles. Donc, ces deux aspects, et l'aspect Charles sur le légal nous permet d'aller chercher des clients que nos concurrents qui sont là depuis 20 ans n'ont pas réussi à closer, en fait. Intéressant, ouais. Parce qu'on est capable de faire du custom, d'aller très loin, de les rassurer là où ils n'ont jamais été rassurés. Custom dans des contrats? Ouais, en termes de contrats. En termes de produits aussi, d'ailleurs. Ouais. Donc, Charles amène tout ça. C'est lui qui gère tout ce qui va être plus administratif. OK. Qui va s'occuper de payer le monde. Genre, j'ai aucune idée. Les filles me demandent... Au niveau des vacances que je peux en prendre, demande à Charles. C'est bon, fait que vous avez quand même une bonne complémentarité. On a une très bonne complémentarité. Ouais, on a une très bonne complémentarité. Des fois, c'est un peu bizarre. Mais oui, puis pour revenir sur l'aspect, quand il y a une grosse décision à prendre, t'as l'aspect feeling qui rentre. J'en parle quand même toujours avec Charles pour avoir son avis, même si ultimement, c'est moi qui ai le dernier mot. Là. Mais il y a vraiment... En fait, ça fait longtemps qu'il n'y a pas une grosse décision qui a comme bloqué dans ma tête, parce que souvent, on avait déjà tout aligné avant. Super, man. Qu'est-ce qui est le plus tough à propos de travailler avec toi, tu dirais? Je vais vite, puis il faut me suivre. J'ai le TDAH fort. Donc, j'ai tendance à être un peu comme une balle rebondissante. Là, tu me lances dans une pièce et puis dans la même journée, je vais toucher tous les murs 15 fois dans n'importe quel ordre. Tu sais pas comment ça arrive, donc il faut que mon équipe soit capable de me suivre. OK. Mais pour ça, je recrute des Pokémon rares. Ouais. Et j'aime ça, moi aussi, dire ça. J'ai mon équipe de Pokémon rares. Je trouve qu'on dit qu'on célèbre l'échec en entrepreneuriat, mais c'est pas vrai qu'on en parle, mettons, honnêtement, souvent. Fait une question que j'ai ajoutée récemment, c'est ça, y a-tu une période sombre ou un moment assez hardcore que t'es game de nous partager aujourd'hui, que tu as vécu dans ton parcours? Ouais, qui a été vraiment dur, c'est ça, c'est la COVID. C'est parce que ça a déglingué la compagnie. Fair. Puis comme je disais, c'est au début de l'année. Je disais à ma conjointe, ça y est, cette année, c'est la bonne. On a des contrats jusqu'à la fin de l'année sur tous les continents. On fait enfin de l'argent. Ouais. Et puis 3 mois après, tu perds tous tes clients et tu perds de l'argent. Ouais. Étiez-vous parent? T'étais-tu papa à cette époque-là? Oui. Quand je te parlais de l'aspect kamikaze, il y a aussi ça, c'est que j'ai eu mon premier Félix quand j'ai lancé Alternative. Ouais. Et j'ai eu ma deuxième à la COVID quand on perdait tout et qu'il fallait relancer Alti. Donc ça rajoute un petit côté, un autre stress sur l'enjeu familial. Puis ta blonde, elle avait-tu une job plus comme stable et sécuritaire, entre guillemets? Pour le coup, oui. Elle travaille social, donc dans le public. C'est cool, ça. Ouais. Ah, puis c'est un pattern qu'on voit souvent. Hein. Tu sais, des fois, c'est comme, il faut que le couple gère le risque, genre, pas juste l'entrepreneur. Mais t'as souvent une balance. De toute façon, tu vois, t'as souvent des gens qui vont chercher beaucoup la stabilité, qui sont en couple avec des fous furieux, et ça fait une moyenne. Moi, ça ressemble un peu à ça. Toi aussi. Ouais, Marie, tu sais, ma blonde est avocate au criminel à la défense, travaille à l'aide juridique, tu sais, genre, c'est extrêmement cané, puis stable. C'est ça, puis on fait n'importe quoi à côté. Là. Ouais, mais c'est bon parce qu'elle m'ancre, tu sais, des fois, elle me ramène aussi sur genre, là. Ça prend ça. Ouais.
Ça prend quelqu'un qui te fouette des fois à la maison en mode calme-toi. Exact. Rapidement, ton pricing pour Alti, ça ressemble à quoi? C'est un classique genre menu de SaaS plan ABC ou? Alors, nous, on a fait le choix volontairement que tout soit très transparent à Alti. Ouais. De toute façon, comme je disais, tu peux t'inscrire en 1 minute. Donc, il faut que ça soit transparent. Donc, tout le pricing, déjà, on l'a mis sur le site. Et on a travaillé différemment de ce qui se passe dans l'industrie. Parce que une des choses qui m'a énervé quand j'ai magasiné justement pour des SIRH, c'est que tout est tout le temps en extra. Donc, ils vont te dire, ah bah oui, la base, tu as 5 pièces, mais après, tu rajoutes 3 pièces pour chaque module. Et tu arrives à des prix de fou, c'est désagréable, tu as tout le temps l'impression de te faire upseller. Je trouvais ça chiant. Donc, je me suis dit, on va faire une formule où il y a tout. Après, on nous a demandé une formule moins chère. Donc là, on en a juste 2. On a le Alti régulier qui correspond à ce que tu vas trouver dans beaucoup de systèmes comme SIRH et Alti complet où il y a tout. Il y a un seul forfait qui est entre 7 et 9 $ par employé par mois. Ouais. Donc, on est, si tu compares par exemple à nos concurrents US, on est à la moitié, voire au tiers du prix. Donc, on est très, très bien positionné. Et dans le forfait complet, il y a tous les nouveaux modules qui s'ajoutent. Par exemple, on a des clients qui ont signé Alti complet il y a 3 ans, puis entre-temps, ils ont gagné 5 modules. Et il n'y a pas eu d'augmentation de prix. Donc, on a gardé ça volontairement très, très accessible, avec un pricing simple à comprendre. Et ça joue beaucoup aussi sur notre rétention, parce que, comme je disais, les RH viennent nous voir pour 2, 3, 4 bobos. Elles rentrent dans Alti avec ces bobos-là. Et après, en fait, elles vont naturellement aller utiliser les autres modules. Ce qui fait que, par exemple, quand on a un client qui grossit et qui se rend compte, ah tiens, j'aurais besoin d'une gestion du temps plus avancée, ben là, c'est pas de problème. On les met en contact avec Evolia, Agendrix. Puis si on les perd juste pour ce module-là, honnêtement, ça change rien pour nous. Ils vont continuer à payer le même prix. De toute façon, c'est plus avantageux que tout ce qu'ils pourraient trouver. Et donc, sur notre rétention, le fait de leur en donner toujours plus donne vraiment de très, très bons résultats. Là. Puis, est-ce que tu as un chemin, pas d'amélioration, mais d'upgrade, je cherchais le mot en français. D'upsell, oui. Ouais, d'upsell entre ton plan régulier puis complet, genre? En fait, ce qui se passe, c'est que notre plan régulier, on ne le mesure pas du tout, parce que notre plan régulier, personne ne l'a pris depuis 2 ans. OK, le truc plus lightweight, là? Ouais, en fait, celui qui est plus lightweight, il le regarde parce que ça serait comparable avec d'autres systèmes, mais le complet est tellement plus intéressant. Ouais, fait que ça agit quasiment comme un... C'est une question d'ancrage. Ça a été fait à vue d'œil, là, mais je pense que ça psychologie de choix. Là, c'est ça. Et puis vraiment, notre complet est très peu cher par rapport à ce qu'il y a sur le marché. Et niveau autre upsell, c'est que tu as le SIRH, mais il y a l'ATS qu'on vend à part. Donc l'ATS, c'est tout ce qui est site carrière pour le marketing RH et après gestion des employés. Et l'ATS, souvent, on l'a pricé à 150 $ par mois. Intéressant. Fait que t'as vraiment... Il est vraiment très peu cher, ce qui fait que des fois, on a des professionnels du recrutement qui veulent nous utiliser alors que c'est pas pensé pour ça, parce qu'il y a un 0 de moins par rapport à la concurrence. Ah ouais? Et ouais, vraiment. Carless. Et on a remplacé des clients qui étaient chez des gros fournisseurs américains qui payaient 25 000 US par an par nous, où ça leur coûtait, je pense, 3 000, quelque chose comme ça. Et le problème, c'est que oui, l'autre est plus complet, mais comme personne ne sait l'utiliser, et ça, tu vas pas chercher toute la valeur du... on a beaucoup vécu ça sur l'ATS. On pensait jamais aller chercher ces clients-là qui étaient sur des très grosses solutions très complètes. Et on l'a pas mal vécu parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui arrive dans la boîte, qui l'implante, qui sait l'utiliser. Puis après, les 6 autres recruteurs ne savent pas l'utiliser. Ça leur fait peur pendant des années. Puis un jour, ils nous découvrent, ils testent. En quelques heures, ils savent l'utiliser et tout marche mieux en fait que dans l'ancien, qui pourtant était plus complet. Et ça, tu vois, c'est un bon chemin d'upsell parce qu'ils rentrent par l'ATS. Ils sont super satisfaits de l'ATS. Ça marche tout seul, c'est pas cher, c'est beau. Et nous, on laisse ouvert toute la partie SIRH. Donc en fait, les recruteurs et les personnes au RH ont accès à tout le reste du logiciel. Donc, quand ils vont avoir besoin d'un SIRH ou d'évaluation de performance, ils l'ont déjà en fait. Ils peuvent juste commencer à payer. Ils peuvent juste commencer à payer pour le reste des employés. Et ça marche bien. OK, fait que dans ton pricing puis ton product marketing, entre guillemets, les produits sont séparés, ATS puis SIRH de Alti, mais dans ton produit, dans l'expérience produit, tout est fusionné. Ils sont tous ensemble. Ouais. Okay, c'est bon. Quand je parlais
des SIRH qui sont développés en silo, en fait, par module. Nous, dès le début, en fait, on est parti d'une feuille blanche. On n'a pas du tout regardé ce que faisaient les autres. On a une seule base de données où tout est fusionné dessus. Ce qui fait que tous les modules se parlent nativement. Donc, en fait, on est capable d'avoir des workflows, des automatisations, des échanges de données que quasiment personne d'autre peut avoir dans l'industrie. Puis ça nous prépare bien pour le AI aussi. Ouais, ben c'est ça, c'est ma prochaine question de l'AI. Je me demande, genre, il y a tellement de données propriétaires / confidentielles / secure que toi, t'as à cette heure. Ouais. Tu sais, si tu, genre, toute cette donnée-là qui vit dans ton système, tu peux-tu somehow la leverager, l'utiliser, la monétiser même, genre? La monétiser à l'extérieur, non. Nous, on considère que c'est pas nos données, c'est les données du client. C'est pour ça qu'elles sont segmentées, Oui. elles appartiennent au... Je voulais pas dire vendre de l'accès à ces données-là, je voulais plus dire utiliser ces données-là pour créer des nouvelles fonctions, des nouveaux modules qui vont donner de la valeur à tes clients puis les faire payer pour ça. Mais en fait, tu as deux choses. Tu vois, dans le milieu des RH, il faut vraiment séparer pareil, tout ce qui est recrutement de gestion des RH. Donc, dans le milieu du recrutement avec les ATS, il y a beaucoup de AI qui arrivent là, depuis 2 ans parce que même juste avec ChatGPT, tu fais des miracles. Je pense que tu avais déjà joué avec. Là, avec des pre-search. C'est ça, tu demandes une description de poste, tu demandes à créer une fiche d'évaluation, tu peux faire des filtrages. Il y a du bon, il y a du moins bon, mais c'est très facilement applicable au secteur du recrutement. Par contre, côté SIRH, en fait, tu as le problème que justement, les données sont partout et sont pas organisées, sont dans des bases de données qui ne se parlent pas, qui sont des fois pas dans le même langage. Et c'est là où nous, on est super bien positionné, c'est qu'on a une seule base de données où tout a été structuré dès le début pour ça. Donc, on réfléchit à comment on va être capable d'apporter de la valeur justement aux clients avec leurs données. Parce que ça, on l'explique souvent en démo, c'est qu'on leur dit aux clients, regardez, dans Alti, vous rentrez beaucoup de données, c'est pas juste pour qu'elles soient parquées, c'est qu'on veut vous les rendre actionnables. Donc, c'est pour ça qu'on va juste sur, admettons, la liste du matériel de chaque employé, on est capable de leur dire en même temps, tel matériel doit être renouvelé dans 3 semaines, tel matériel a été perdu, a été brisé, tel matériel arrive en fin de contrat parce que c'est un cellulaire. Donc, on essaie toujours d'apporter de la valeur face aux données qu'on a. Et avec le AI, on va être capable de faire des rapprochements qui sont normalement quasi impossibles. Du genre, attention à ces 2 employés. Ils ressemblent beaucoup au profil des 3 employés qui ont quitté il y a 3 mois. On a perdu en engagement. Ils arrivent plus vraiment à l'heure et ils interagissent plus dans les communications. Fait que tu vas devenir un gouvernement totalitaire. Exactement. Non, mais on s'en reparlera peut-être offline, mais Workleap, ils ont lancé plein de modules, plein de features d'AI récemment. Puis justement, la job d'avoir toute cette data-là critique par rapport aux employés, par rapport à la compagnie, ça peut te permettre de créer, mettons, des expériences qui sont AI-enabled, genre avec des LLM qui sont utiles pour vrai. Puis après ça, c'est comment tu éduques un peu ton utilisateur à apprendre à interagir avec une interface différente que ton GUI que tu cliques puis que t'exportes puis que whatever. Là. Ouais, exact. Il va y avoir un enjeu d'ergonomie pour... Et aussi, comme je disais, vraiment juste d'avoir la donnée. En ce moment, tu vois beaucoup de startups en AI justement sur le recrutement, mais très peu sur les RH parce qu'ils ont le AI qui marche, mais ils n'ont pas les data. Ouais, intéressant. Et les compagnies de AI en RH plus généralistes, leur plus gros enjeu, c'est vraiment d'être capable de se connecter sur les différentes bases de données, de cleaner les datas pour pouvoir les utiliser. Tôt dans ta carrière, tu as été capable d'embaucher quand même une bonne force d'ingénieurs puis de monde technique, tout ça. T'as-tu trouvé ça tough d'avoir embauché? En général, tu trouves ça tough embaucher? Non. Non, je trouve ça plus difficile quand je perds un employé. Mais, si je pars sur la partie recrutement plus côté technique. Comment tu fais maintenant, toi? On a un pipeline. On repère les meilleures universités qu'on forme à l'interne sur des années et qu'on garde. Wow, OK. Voilà. Je savais pas ça. Nice. Donc, ça, c'est aussi une de nos méga forces chez Alti, c'est que notre équipe de développement est incroyable, côté produit aussi, et on n'a pas eu de roulement, je pense, depuis 2 ans. OK, super. Wow. Donc, on a des connaissances qui sont très poussées et qui restent à l'interne. Donc, ça, c'est très fort. Après, côté équipe, on va dire plus marketing, gestion. Là, ça tourne un petit peu plus. Mais le recrutement, c'est vraiment moi qui fais des recrutements à vue de nez. Comme je disais, j'aime bien les Pokémon rares. Donc, je recrute souvent des personnes qui n'ont ni le titre, ni forcément les compétences de ce que j'ai besoin. Mais où je sais, parce qu'elles sont wise, elles vont vite dans leur tête, elles vont être capables de me suivre. On va y arriver.
Comment tu fais pour rester proche de l'université? Tu te mets une casquette, puis tu te mets dans le fond de la salle de cours, puis tu fais comme si tu étais un étudiant, puis tu écoutes ceux qui posent des questions intelligentes, ou tu fais autre chose? Au début, il fallait le faire de façon, je dirais, proactive, parler avec les profs, voir comment toi tu peux aider. Ouais. Donc il y a eu vraiment une partie proactive. Et maintenant, on est juste bien connu. Donc en fait, on a des CV qui rentrent tout seuls. Puis après, on a toujours Vous offrez des stages maintenant, Ouais. genre? Okay, et puis des stages rémunérés. Ouais. Puis on a toujours le bon contact des profs, parce qu'en fait, c'est souvent les profs ou les associations étudiantes qui nous connaissent. Ouais. Et après, on va être capable de voir, tiens, si on se pose la question entre deux, on va faire des entretiens, mais si on a besoin, on peut parler, admettons, à un professeur en mode, comment tu le sens. C'est drôle, man. Spectrum, qui ont fait aussi le studio No Code Apollo 13, là, Spectrum ont longtemps eu exactement ça, qui était un avantage énorme d'avoir un excellent pipeline connecté sur un cégep au Québec. À Québec. Bonne relation avec le prof, tout, puis des beaux stages, des beaux projets, ça feedait la workforce. C'était malade. Y a-tu une grosse erreur que tu aurais faite, top of mind, que tu as le goût de partager avec l'audience? Ça serait de garder un employé dont tu n'es pas satisfait. Okay. Des fois, dès le début, dès les premières semaines, tu vois que ça va pas marcher, mais tu veux lui donner sa chance, tu pousses, puis en fait, ça marche jamais. Ouais. Et après, tu gardes la personne. Pourquoi? Soit parce que tu es smart, tu veux l'aider à s'améliorer, mais en fait, elle n'ira pas là où tu veux. Soit parce que ça fait... Si tu la mets à la porte, ça t'emmerde un peu parce qu'il y a des trucs que tu vas devoir refaire par toi-même. Donc, en fait, tu t'achètes de la misère en faisant ça. Là. Je sais. Vaut mieux dire stop et passer à autre chose. C'est un cas souvent d'enlever le plat, tirer le band-aid direct. Ouais. Mais la gestion de ça des employés, quand tu as un employé très proche qui parle, c'est toujours compliqué. Ça fait peur, mais au final, tu vois, ça, c'est l'expérience. Ça m'arrive plusieurs fois de perdre des employés qui étaient comme bras droit super proches des amis. Puis ça fait un vrai gros bobo. Tu le dis pas, tu es quand même contente pour ces personnes-là parce qu'elles ont trouvé mieux, etc. Mais ça fait un vrai gros bobo. Tu te demandes si tu vas réussir à le remplacer, puis au final, tu trouves une autre façon. Et l'expérience m'a montré que ça ira bien. Ça fait chier, ça fait mal, mais ça ira bien. Ouais. Puis c'est notre job d'entrepreneur de faire OK, une personne qui part. All right, man. C'est son droit à genre, tu sais. Faut que je trouve quelqu'un d'autre. Puis non, en plus, à chaque fois, j'étais content, genre, pour ces personnes-là, vraiment, mais tu te voyais continuer avec la personne, et puis elle fait des trucs, tu te dis comment je vais leur faire, puis en fait, tu te réinventes. Puis ça a été positif les 2 fois. Donc, intéressant. Où tu vois le produit dans 5 ans, puis la compagnie? Allez-vous peut-être lever du cash, peut-être vous faire acheter, peut-être acheter une autre business, je sais pas? Il y a aucune option qui est fermée, mais on se voit quand même bootstrapper très loin parce qu'on peut créer tout un écosystème autour des RH. Puis pour vrai, il y a tellement à faire en RH. Comme tu traites de l'humain, là, des problèmes, ils t'en inventent tous les jours. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à connecter. L'idée, c'est probablement de continuer à bootstrapper. Pour vrai, l'aventure Workclip est quand même cool à regarder. Là. Insane. Tu te dis, tu peux faire quelque chose de fou furieux en étant au Québec qui devienne gros. Donc ça donne quand même de l'espoir comme quoi c'est possible. Donc je te dirais que je vise pas mal ça. Nice. Peut-être en cours de chemin, rajouter des bons partenaires, des partenaires stratégiques qui peuvent apporter quelque chose, à qui on peut apporter quelque chose. Qui mettraient un petit peu d'argent de temps pour aller un peu plus vite, gagner 1 an ou 2, ce genre de choses. Parce que là, c'est qui gère ta commercialisation maintenant? Là, c'est nous. Là. C'est vous à l'intérieur. C'est encore maison, c'est ça où on doit justement aller plus loin parce qu'on sait qu'on a le bon produit, il faut juste plus le pousser. Super. Y a-t-il un SaaS ou des SaaS que vous utilisez à l'interne qui vous amène du bonheur? Nous, on a beaucoup coupé sur le nombre de SaaS parce que je vois des compagnies, ils ont 20 SaaS. Alors, entre le nombre de licences qui te coûtent la peau des fesses et le fait que personne ne les utilise. Là. On a vraiment beaucoup coupé et nous, on a tout mis sur Teams en termes de communication. Je sais que les utilisateurs de Slack, ça les défrise d'utiliser Teams, là, mais moi, ça marche bien. On a tout dessus. Tu sais, chez nous, les courriels sont interdits pour te donner une idée. Les courriels sont interdits? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? À l'interne, les courriels sont interdits. M'envoyez pas un courriel, je répondrai pas. Et on gagne un temps fou. C'est les courriels où tu as 50 personnes en CC et tout le monde s'en fout. Je veux pas voir ça. Les courriels, c'est juste à l'externe pour les clients. Donc, il y a 3 personnes qui utilisent leur boîte Outlook. Mais sinon, tout est dans Teams. C'est tout est dans Teams et dans Figma. Figma, j'adore.
Figma, tu fais beaucoup, là, tu fais pas juste du design sûrement. On fait les maquettes, tout ce qui est communication. Ouais, c'est ça. Des fois, on fait des schémas. Ouais, Figma, c'est vraiment un logiciel que j'aime beaucoup. Là, j'étais content qu'Adobe n'arrive pas à le racheter. Là. Je voulais pas qu'il me massacre ça. On s'en va vers notre closing. Ah non, je pense que tu m'avais parlé. Non, il y a quelque chose que j'ai oublié. Tu m'avais parlé d'OVH un petit peu aussi. Oui. Fait que vous, votre infra est sur OVH. Ouais. Pourquoi pas sur AWS comme la majorité des SaaS? Alors, justement, les erreurs qu'on a fait avant d'arriver à Alti, là, que ce soit avec d'autres clients, on a essayé AWS, Google, comment ça s'appelle maintenant, Google Cloud Platform, Azure chez Microsoft. Et en fait, à chaque fois, tu te rends compte que c'est facile au début pour les devs. Donc, c'est vrai que c'est confortable de rentrer là-dedans, mais c'est une prison dorée. Et tu as des méchantes surprises en termes de... Tu sais, tout est scalable, mais ils te le font payer cher. Ils te font payer cher et justement, le fait qu'il y a des trucs qui scalent en automatique, tu peux avoir des grosses surprises. Donc, on a eu plusieurs fois les programmes startup de ces 3 grands-là. Donc, on les a essayés de bout en bout. Ça marche très bien, mais ça coûte super cher. Donc, dès que tu es sorti de tes crédits, c'est l'enfer. Puis, tu sais, avec AWS, on s'est fait faire des grosses surprises. Il y avait ça, plus le fait que c'est des joueurs américains. Et nous, souveraineté des données. C'est ça, on voulait placer nos clients en dehors de fournisseurs américains avec un fournisseur comme qui soit de droit québécois. Donc, tu n'as plus tout ce qui est Cloud Act, Patriot Act. OVH qui est à la base français, mais qui a un data center à Beauharnois, au bout de l'île de Montréal. Je pense qu'ils doivent être numéro 4 ou 5 au monde. Là. C'est énorme, on s'en rend pas compte, ils sont juste sur tous les continents. Et en fait, ils ont tout ce qui est serveur super performant. Et en termes de coût, j'ai comparé avec une startup avec qui on bosse, on est 8 fois, ça nous coûte 8 fois moins cher qu'eux par rapport à leur stack AWS, mais il faut que tu saches gérer un petit peu tes serveurs. OK. Fait que peut-être un petit peu plus de jus de coude là, sur ton tes DevOps, mettons. Mais après, on a une super bonne relation avec eux. On est capable de leur parler aussi, il y a ça. C'est qu'AWS, on a eu un hack dessus où il y en a qui ont clairement fait de la crypto avec nos serveurs. On a fait une bêtise et puis voilà ce qui est arrivé. Et si j'avais pas vraiment emmerdé tous les responsables AWS au Canada par téléphone à genre je sais où tu habites pour leur parler, on aurait eu un bill de 40 000 qui passait sur la carte de crédit. En fait, j'ai cancellé la carte de crédit pour pas que ça passe. Ça a pris 3 mois à ce que il l'enlève. Comme tu dis, je pense qu'une plateforme comme AWS, c'est tellement powerful, puissant, il y a tellement de possibilités, mais ça peut rapidement devenir chaotique puis cher. Puis c'est pour ça qu'il y a des business comme, tu sais, j'ai un nouveau partner certifié cette année qui est Unicorn Cloud. Puis eux, c'est pour ça qu'ils vont avoir de la business forever. Parce qu'il y a optimiser ton infra, ton scaling, tes coûts, monitorer tout ça. Si tu le fais pas comme du monde, t'es pas tight, ça peut genre. C'est ça, en fait, ça te prend. Ils ont des solutions qui sont extrêmement puissantes, mais il faut vraiment bien les orchestrer. Et je comprends l'utilité de partenaires comme ça parce que des fois, tu peux faire du multi-cloud orchestré avec différents clouds. Nous, on a tout mis chez OVH. En plus, ils ont des programmes startup qui donnent beaucoup de crédits. C'est bon à savoir, même. Et comme je te disais, on peut leur parler aussi. Tu sais, sur LinkedIn, Katia, la responsable startup, elle te répond dans la journée. Là. OK. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre ça se passe plus utile pour toi et ou ta team? Ouais, je t'en ai parlé, peut-être avoir des petites rencontres entre entrepreneurs qui bootstrap du même, de même taille là, pour s'entraider. Fait créer plus de groupes ou de petites communautés. Mais parce que, en plus, c'est très cool parce qu'avec ça se passe, on découvre qu'il y a plein de startups qui réussissent au Québec. Beaucoup bootstrap parce qu'on n'est pas capable de lever de l'argent. Et il y a donc une expertise, je pense, là-dedans qu'il faudrait peut-être plus concentrer, faire que les gens se rendent compte que, mine de rien, c'est un petit milieu. Mais comme quand tu bootstrap, tu es vraiment dans le jus à foncer. C'est difficile de rencontrer les autres. C'est vrai. Même s'ils sont toujours à une personne de toi. Là. Ou à genre un bloc, là, genre pas loin physiquement des fois. OK, non, je le prends. Merci, Doud. On close ça, mon vieux. T'as-tu des shameless plugs pour terminer? Shameless plug, qu'est-ce que j'aurais? Si vous voulez aller voir alti.com, alte.com. Y a-tu des SaaS qui l'utilisent en ce moment? Des SaaS? Oui, des startups. Il y a des startups qui utilisent Alti. Startup, n'importe quelle compagnie, si vous avez des gros besoins RH, exact. vous pouvez aller voir Alti. Alti.com, puis si... ALTEE.com. C'est ça. Parfait. Et après, si jamais, on fait encore un tout petit peu de service en UX UI. Oui, c'est vrai. Donc, spécialisé justement dans les SaaS. Donc, si vous avez besoin
de faire votre UX, votre UI, d'avoir une peut-être sur le produit. Puis pour l'avoir essayé, votre produit, c'est fucking clean, le UI UX dedans, man. On aime ça quand c'est beau. Et... Puis t'embauches-tu en ce moment ou pas? Non. Pas en ce moment, Non, OK. en ce moment. Si le monde a des questions sur toi, ton produit, le UI UX, peu importe, ils peuvent t'écrire sur LinkedIn? Ouais, le mieux, c'est de me poker sur LinkedIn. Fait que c'est David Boitard de Alti sur LinkedIn. David, merci mon gars, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Cheers. All right, folks. Avec Ça se passe, on a une infolette de feu hebdomadaire qui est très moitié fun, moitié fond à notre sauce. Il y a des hot takes, des expérimentations que je fais, des histoires vraies de SaaS, vraiment pour t'aider à prendre les meilleures décisions, que ce soit par rapport à ta compagnie ou ta carrière. C'est une place où je peux être 100% moi-même. Ça fait du bien, j'adore ça écrire. Fait que d'avoir ce outlet-là, c'est complètement motivant pour moi. Il y a plus que 850 SaaS folks puis curieux qui nous suivent. Ça augmente chaque semaine. J'aimerais ça que vous en fassiez partie, puis qu'on se rende à 1000, puis qu'on se rende encore plus que ça. Ben franchement, ça me craint au bout d'avoir des nouveaux abonnés qui se joignent sur l'infolette. Ça me craint à continuer d'écrire, à continuer de faire de la recherche, de me poser des questions, d'analyser ma conversation avec cette fondatrice-là ou ce fondateur-là. Ça pourrait être transformé en un éditorial que moi j'amène dans l'infolette. Fait que si vous voulez aussi, vous pouvez joindre les SaaS Pals. On a un petit forfait payant là, qui permet de nous supporter directement comme individu ou comme compagnie. On a déjà plus que 22 personnes qui nous supportent comme ça. C'est insane. J'en reviens pas. Puis eux, ils font ça en échange contre des extra goodies, right? Fait que pense à, mettons, des updates extra que je fais avec personne d'autre qu'avec eux, des previews de la roadmap du podcast, des rabais sur les événements, puis d'autres trucs. Fait que vous pouvez aller sur saspace.com. Il y a un pop-up qui va vous apparaître d'en face en théorie. Puis sinon, il y a, dans le footer, vous pouvez vous inscrire. Sinon, vous googlez SaaSpace puis Beehive. C'est l'outil qu'on utilise pour l'infolettre. Ça me craint vraiment de voir ça grandir. Puis ça me tient à cœur. Fait que check it out. Puis si vous avez du feedback constructif aussi, vous pouvez me le shooter. All right, folks. Un petit shout-out à Missive, partenaire produit SaaSpace. Missive, c'est un email client multijoueur qui réinvente la boîte courriel pour aider les équipes à mieux communiquer puis collaborer. Il y a au-dessus de 3500 entreprises à travers 75 pays qui leur font confiance, dont SaaSpace, et un paquet de SaaS. Donc, check them out sur saspace.com/partenaire avec un S. Il y a une solide entrevue avec Phil Lehoux, le co-founder, sur ce qui s'en vient pour Missive. OK? De retour au pod. Ça se passe, c'est une business d'amour, une business indépendante. Il y a un paquet de choses que vous pouvez faire pour nous supporter dans notre croissance, pour qu'on puisse continuer de créer du contenu de feu, d'organiser des beaux events, puis de mousser, puis de tirer par le haut cette communauté tech-là qu'on a au Québec. First, si vous n'avez pas ajouté votre SaaS sur notre plateforme, allez sur saspace.com, il y a un gros bouton mauve pour faire juste ça. Vous pouvez check out le job board. Si vous avez une offre d'emploi quelconque, c'est gratuit, un outil super cool pour toute notre audience puis notre réseau. Si vous ne nous suivez pas déjà par rapport au pod sur Spotify, Apple Podcasts, allez faire ça s'il vous plaît. Puis vous pouvez aussi nous laisser un review, ça nous aide vraiment beaucoup. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, qu'on investit de plus en plus là-dedans. On met des shorts, le plus de contenu possible, que ce soit organique ou avec des partners. Fait que check this out. Si vous voulez venir aux événements puis pas manquer de billets parce qu'on est souvent sold out, vous devriez nous suivre sur Eventbrite. Fait que vous allez sur Eventbrite, vous écrivez ça se passe, vous pouvez vous abonner puis avoir des notifications. On fait ça roughly à peu près chaque mois-ish. Puis last but not least, suivez-nous sur LinkedIn puis Instagram. On met du beau contenu, du contenu souvent drôle. Fait que je pense que ça vaut la peine. Je veux finir cette outro custom-là un petit peu en remerciant les partners certifiés de Ça se passe. On a des compagnies de fous qui nous supportent financièrement, stratégiquement, des fois même psychologiquement dans mon cas. Puis sans ces compagnies-là, la majorité du revenu de Ça se passe n'existerait pas puis on pourrait pas faire ça. Right? Fait que je veux que vous preniez le temps d'aller les regarder. saspace.com/partenaire avec un S. Ils sont tous listés là. Ils ont une belle fiche avec du contenu, avec des liens, des détails. Je vous les nomme rapidement. Léviat Légal, des avocats qui sont tech et founder-friendly. Le Chiffre, des comptables et fiscalistes qui sont calés en tech aussi. Baseline, des gros geeks pour innover avec l'AI. Unicorn, des experts cloud AWS pour optimiser et scaler votre infrastructure. Puis on a aussi cette année des partners produits. Donc Vasco, une plateforme RevOps pour votre go-to-market.
Missive, un inbox collaboratif pour vos teams, pour vos communications de team, pardon. Puis Apollo 13, un studio no-code pour construire des MVPs puis des side projects. Vous pouvez tout aller les voir sur saspace.com/partenaire avec un S. Puis moi, du fond du cœur, je vous dis juste merci de nous suivre et de nous supporter. C'est insane comme aventure, ce qu'on a lancé là. Puis je suis bien privilégié de pouvoir faire ça. Je me sens quand les temps même facile. J'suis grateful pour ma life, j'suis grateful pour ma vie.